Ouvre d'autres facettes. C'est le cas, disons, en lisant votre livre. Ce qui m'a touché le plus, à moi personnellement, chose qui a déjà été faite dans d'autres ouvrages consacrés à Pasolini, c'est la centralité du corps qui est posée dans votre livre, soit dans la partie que vous, Monsieur Scherer, vous avez écrite, et soit dans la partie de Giorgio. Peut-être dans ta partie à toi un peu moins, d'accord? Mais dans votre partie, M. Scherer, la centralité du corps est posée de façon très radicale, et c'est une chose que peut-être dans les ouvrages précédents consacrés à Pasolini n'a jamais été placée de façon aussi forte. Giorgio, par contre, dans son, comment dirais-je, parallélisme, si je peux dire, poétique, il a écrit des choses que je n'avais jamais lues et qui sont très, très intéressantes, surtout dans les rapports avec Erzapande. Donc, entre deux poètes et soi-disant tellement distants, mais tellement proches par la vision que tu as justement apportée de cette rencontre et de ces voisinages. La question donc que je vous pose, pourquoi, encore une fois, écrire un nouveau livre sur Pasolini? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de dire de nouveau? Voilà. Je commence à parler, puisque vous avez la gentillesse de m'interroger, et j'ai été sensible à ce que vous dites à l'instant sur le fait que, en dépit de beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur Pasolini, en particulier à propos de son du 30e anniversaire de son assassinat, vous avez eu votre attention retenue par le livre que nous avons écrit. Vous dites, à très juste titre, que j'ai accordé en particulier une place très grande au corps sous toutes ses formes, le corps érotique, le corps cinématographique, le corps également spiritualisé que j'ai appelé gnostique. Et effectivement, je crois que chez Pasolini, le corps joue un rôle très important. Je l'ai d'ailleurs mentionné, je crois, en détachant une petite phrase au début, une petite phrase de Pasolini lui-même, qu'il répète à plusieurs reprises, au moins dans deux ou trois textes, c'est « jeter son corps dans la lutte ». Et cette phrase m'avait frappé, de sorte que je l'ai reproduite, et j'ai pensé qu'elle méritait des développements et un commentaire. La lutte, c'est-à-dire la lutte politique, la lutte également dans le domaine de l'art, dans le domaine de la création artistique et cinématographique qu'on peut appeler elle-même une lutte, dans la lutte également quotidienne, puisque Pasolini, que ce soit dans ses romans ou dans les textes qu'il a écrits poétiquement et qui exposent un peu sa propre sexualité, ses problèmes, ses désirs, effectivement est un poète, un écrivain qui a donné au corps, sous toutes ses formes, une place tout à fait considérable, de premier plan. Vous dites, qu'est-ce que c'est qui nous a poussé? Moi, je dirais que ce qui m'a poussé est un peu comme dans tous les cas où on écrit un livre, où l'on a une idée de livre, tout au moins en ce qui me concerne, c'est un peu les circonstances. Les circonstances, c'est-à dire que la première circonstance a été précisément Giorgio Paceron, qui, en même temps que Jean-Paul Manganaro, à Lille, ils étaient professeurs à Lille, et il m'avait invité très aimablement, moi qui n'étais pas du tout italianisant ni spécialiste, à un colloque concernant, je crois, la littérature contemporaine, la pensée, ou la littérature, je ne sais pas quel était le titre, contemporaine en Italie. Moi, je n'étais pas du tout compétent, je lui ai dit la seule personne sur laquelle je pourrais un peu écrire, un peu parler,
c'est Pasolini. C'est Pasolini, pourquoi? Parce que un ami, simultanément d'ailleurs, ou un an avant, m'avait envoyé, d'ailleurs, non pas en français, mais en allemand, une traduction de Petrolio, qui ensuite a été traduit en français Pétrole, et ce livre m'avait tout à fait sidéré et séduit, de sorte que j'avais été tout à fait désireux d'écrire ou de dire quelque chose dessus. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, que j'avais été amené à m'informer un peu plus sur l'œuvre que je connaissais déjà un peu, mais enfin pas tellement de façon approfondie, de Pasolini, dans le domaine à la fois cinématographique d'ailleurs, parce que je n'avais largement pas tout vu, et dans le domaine littéraire, dans le domaine de ce qui avait été écrit, en particulier les livres très intéressants en français d'Hervé Joubert-Laurencin, et c'est de fil en aiguille, je me suis trouvé donc m'intéresser à Pasolini. Étant professeur, j'ai même fait un petit séminaire d'1 an à l'université sur Pasolini. J'ai écrit pour la revue Chimère quelques articles, en particulier relativement à quelque chose dont on ne parle pas toujours comme une chose de premier plan, le caractère très particulier de l'œuvre politique de Pasolini. Bref, c'est ainsi de fil en aiguille que toutes ces petites choses, ces petits essais m'ont donné l'idée de le réunir. Mais n'étant pas du tout italien, ni italianisant, ni spécialiste en quoi que ce soit, ni de cinéma, ni de littérature italienne, j'ai voulu quand même m'associer en quelque sorte pour donner une certaine forme de caution à ce que je pouvais écrire sur Pasolini, à l'audace que je pourrais avoir de parler de Pasolini, de toucher à un sujet que j'ignorais. J'ai voulu m'associer de Giorgio, et c'est ainsi que je l'ai entraîné en quelque sorte ensuite, après que lui-même m'a ouvert la porte par l'université de Lille pour prononcer quelques mots à ce colloque. C'est moi qui l'ai entraîné dans le mouvement, et à titre de revanche, je lui ai demandé de participer à l'écriture de ce livre. L'écriture, nous avions pensé d'abord, moi ça m'aurait intéressé à une écriture vraiment dialoguée, ou sinon une écriture en commun, ce qui est toujours difficile, tout au moins une écriture qui serait en quelque sorte en échange de propos. Mais cela n'a guère été commode par suite de nombreuses circonstances, de sorte qu'à un certain moment, nous avons décidé d'un commun accord, comme on dit, d'écrire chacun sa partie, et ensuite de les mettre bout à bout. J'ai écrit la mienne, puis je l'ai donnée à Giorgio, et je l'avais donnée au fur et à mesure d'ailleurs que je la construisais, et il a eu la gentillesse, l'amitié, en même temps l'habileté tout à fait grande d'écrire la sienne un petit peu effectivement en contrepoint, en résonance, en réponse, en ajoutant des parties sur lesquelles il était profondément spécialiste, comme relation à Ezra Pound en particulier, ou à Dante, et en même temps en faisant un rapport des liens qui reprenait un petit peu en réponse certaines argumentations de la partie que j'ai écrite, de sorte que je crois qu'effectivement ce livre présente de cette forme une unité. C'est pas simplement deux écrits qui sont joints bout à bout artificiellement, c'est véritablement une œuvre, je crois, qui a une unité et un mouvement interne
et qui peut se lire avec intérêt de ce point de vue-là également. Tout à fait d'accord, oui. Il y a quelque chose. Je peux ajouter quelque chose? Non. Quand même. Voilà, ce que dit René est très vrai, au sens que moi je n'aurais jamais écrit sur Pasolini. J'avais déjà écrit, mais il ne s'agit pas d'écrire. Avec René, on a travaillé chacun de son côté, parce qu'on ne croit pas au dialogue, à la communication, on n'y croit vraiment pas du tout. Et c'est une méthode dont lui est l'un des inspirateurs, la méthode qui renvoie vraiment au laboratoire qui était le département de philo de Vincennes. Foucault et Deleuze, Guettard. Et on a écrit une sorte de... par contre, on croit à la conversation, mais la conversation qui naît comme une conversation silencieuse d'abord, solitaire surtout, c'est-à-dire un travail en solitude, et après le travail en solitude, ça résonne, ça va de soi, et là, ça devient intéressant. Mais la chose que... on a écrit ces livres, on a dit, bon, et moi aussi, je dis j'y vais, parce que quand même, pour parler très vite et très franchement, on en avait marre. On en avait marre de toute l'exégèse et toutes les interprétations réflexives sur Pasolini qui écrasent cet événement qui est Pasolini pour nous, pour chacun avec sa façon de concevoir qu'est-ce que c'est cet événement, mais c'est surtout ça, la question qui a poussé ce travail chacun avec sa tonalité, c'est à quoi sert l'événement Pasolini aujourd'hui. Et là, on pensait on pense encore que c'est une question qui est loin d'être résolue, parce que ce n'est pas une question qu'il faut résoudre, qu'il faut vivre, justement. C'est une question de vie. À quoi sert Pasolini aujourd'hui? Ça veut dire vraiment à quoi sert l'événement Pasolini à l'heure de la Société mondiale du contrôle qu'avait annoncé les tétra-enthousiasmes de Pasolini devant l'homologation du néocapitalisme italien des années 70, et Pasolini c'est celui qui en Italie est celui qui fait la théorie poétique et tout de la société de contrôle aujourd'hui dans une résonance extraordinaire avec toutes les thèses de Foucault et Deleuze de Burroughs aux États-Unis sur notre condition actuelle. Sur ça, à quoi sert Pasolini aujourd'hui pour là, je parle à mon nom, mais c'est un nom propre qui n'a surtout pas une fonction auditoriale, parce que je déteste la notion d'auteur et toutes ces choses-là. Et pour ma part, j'ai essayé de dégager la singularité de la ligne d'art de Pasolini à partir de cette idée-là que Pasolini c'est une vie, c'est pas sa vie, la vie de Pasolini dont on sait tout, et toutes les exégèses qui renvoient toujours d'une façon ou d'une autre à une réflexion interminable sur Pasolini comme l'auteur de l'oxymoron, de la structure intime, du contraste interne irrésolu dont parle à juste titre Fortini, mais bon, on n'en sort plus, on n'en peut plus de cette interprétation de Pasolini en termes vraiment de ces contrastes intimes et tout. Pasolini, c'est un courant d'air, quoi. C'est un courant d'air d'extériorité radicale. Et cette radicalité, c'est une vie. Qu'est-ce que c'est la vie pas de Pasolini en tant qu'auteur, mais en tant qu'une vie, c'est sa définition. Je peux me définir seulement comme infini. Et là aussi, alors, disons, le narcissisme de Pasolini, toutes ces choses qui sont abominables, quoi. Vraiment, je le dis
c'est insupportable. Je ne peux me définir sinon en termes d'infini. C'est évident que cette définition de l'infini renvoie, c'est évident, je le dis un peu comme une provocation, ne peut que renvoyer à une mémoire commune des paroles italiennes, c'est la définition de Dante, une transhumana de Dante. C'est bien que toute ma partie, autant la partie de René est une partie qui fait résonner Pasolini d'une façon extraordinaire avec Spinoza, en passant par le gnosticisme, autant ma résonance amène à une lecture de Dante, mais de Dante qu'on lit, d'un Dante un peu différent de celui figuratif qu'on lit d'habitude. Transhumanar de Dante, c'est vraiment une affirmation radicale de la vie. D'un côté, alors, cette résonance avec Dante, je vous renvoie au livre parce que je ne vous la raconte pas, mais c'est très intéressant parce que je ne souviens pas de moi, je me souviens justement de cette rencontre entre Dante et Pasolini qui me semble une ligne problématique de tension formidable. Et de l'autre côté, c'est une œuvre, ça fait l'événement Pasolini. L'œuvre, c'est quoi? Les signes qui ont dominé toute ma production, dit en 1966 dans l'entretien avec Evandre Fieschi, le cahier du cinéma quand il va à Rome. Les signes qui ont dominé toute ma production, une sorte de nostalgie de la vie, un sens de l'exclusion qui n'enlève pas l'amour de la vie, mais la croix. Et dit, ces signes, c'est la joie. Qu'est-ce que c'est? Ces signes sans manque, contre toutes les interprétations psychanalytiques, le manque de Pasolini. Ces signes sans manque qui chez Pasolini, renvoient toujours à une prolifération de signes qui traversent toutes les différentes pratiques artistiques de Pasolini. On pourrait presque dire, et là je suis encore un peu, pas pour aller vite, que Pasolini en fin de compte il n'est pas tellement bon art par art, en littérature, on peut trouver, mais parce que ce n'est pas le problème de Pasolini, il est très bon dans les techniques particulières. Ce qui est intéressant de Pasolini, c'est justement cette sorte de transsémiotique qui traverse, qui est de l'ordre d'un rapport intensif œuvre-vie, et ce n'est pas son œuvre et ce n'est pas sa vie. Ces signes sans manque, complètement affirmatif et radical, c'est ce que j'appelle, en reprenant une interprétation de Dante que j'avais fait auparavant, constructiviste, qui met en rapport Dante avec Dan Scott et la théorie de l'université des lettres. C'est un ecceté, comme dit Deleuze, ce que c'est un ecceté, une individuation non pas comme une personne, ni comme une figure, évidemment, ni comme un sujet, encore davantage, parce que je crois que vraiment là, il y a une dimension qui va au-delà du sujet, une ecceté, c'est-à-dire cette singularité que voici, que voilà, et c'est cette ecceté de Pasolini que je découvre comme la volonté de Pasolini d'être poète, en reprenant les titres de son essai sur Dante, où il dit qu'en Dante, il y a une ligne paradoxale d'université, un principe unificateur d'université. Pasolini même lui le dit dans sa théorie sur le discours indirect libre, qui trouve en Dante son premier grand moteur de la littérature, pas seulement italienne, mais européenne, disons, de notre occidentalité on dit pas, c'est pas grave. Et c'est une volonté qui est nécessairement, dont j'ai essayé de déterminer justement avec des rapports avec d'autres grands écrivains, tous inspirés par c'est Dante sans figure, c'est Dante de l'affirmation radicale du rire de l'univers, une affirmation de la vie, parce que c'est ça, mais une vie commune, plus riche, hein, débordante, problématique, que Pasolini continuera à affirmer même dans les dernières années, même au tournant de Salosab. Il y a une ligne paradoxale d'université, un principe unificateur d'université. Pasolini même lui le dit dans sa théorie sur le discours indirect libre, qui trouve en Dante son premier grand moteur de la littérature, pas seulement italienne, mais européenne, disons, de notre occidentalité
occidentalité au départ, c'est pas grave. Et c'est une volonté qui avait nécessairement, dont j'ai essayé de déterminer justement avec des rapports avec d'autres grands écrivains, tous inspirés par c'est Dante sans figure, c'est Dante de l'affirmation radicale du rire de l'univers, l'affirmation de la vie, parce que c'est ça, mais une vie commune, plus riche, hein, débordante, problématique, que Pasolini continuera à affirmer même dans les dernières années, même au tournant de Salosade. C'est une volonté nécessairement hors sujet, l'exclusion, le signe qui a dominé toute la vie, et ce sens de l'exclusion qui n'enlève pas l'amour de la vie, mais la croix, qui est ce que j'appelle une eretica commedia, au sens que c'est évident que Pasolini, comme tous les grands écrivains qui s'inspirent de Dante au XXe siècle, bon, on ne croit plus aux figures allégoriques, théologales de Dante, mais continue à être complètement happé, complètement dans un rapport d'intensité incroyable avec les derniers chants du paradis, que c'est, comme dit Eliot, les points les plus culminants de toute la littérature européenne. Alors je retrouve, j'ai essayé de rencontrer plutôt cette ligne pasolinienne dans ses implications aujourd'hui, dans ses résonances, parce que le transhumanar de Pasolini, qu'on retrouve dans Petrolio, et même dans, quand il s'enfonce jusqu'à la lie du salon, d'où soit René que dans son texte, mais moi dans les miennes, c'est mon final, Marguerite, des tortionnaires, c'est des jeunes qui se sont mis au service des tortionnaires de Salosade. Je les mets vraiment sous le signe des petites fleurs de Dante, du chant de l'enfer. Et c'est ces rapports-là qui me semblent un rapport extrêmement problématique au sens des constructeurs des possibilités de vie, et que je mets en rapport, c'est-à-dire le transhumanar de Pasolini, c'est vraiment ce qu'on a dit, jeter les corps dans la lutte, et c'est là que je retrouve les corps d'une façon, mais c'est pas les corps organiques, quoi. Bon, je dis tout. C'est bien, bon. Je vous conseille de lire ça, les rapports avec Dante, ça me semble très 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 important, comme pour René et les rapports Pasolini-Spinoza. Si bien qu'on a vraiment, et on retrouve là toute une ligne qui va de Dan Scott, Dante, Spinoza, et il y a même Nietzsche sur le fond, toute une théorie de l'affirmation radicale. Et alors là, on a la prétention d'avoir fait quelque chose de nouveau, oui, parce qu'on écrit seulement quand on pense de faire quelque chose de nouveau, mais quand on en a marre d'une bibliographie interminable et inépuisable sur Pasolini, ça va, bon. Bien, excusez-moi, par rapport à ça, le propos est tout de suite posé, disons, dès le début par M. Scherer. Donc, les problèmes se posent, encore une fois, l'interprétation, pourquoi la mort de Pasolini. Donc là, le choix est tranché, donc c'est clair et net, disons, pour vous. Il ne faut pas chercher midi à 14h, comme on dit. Pasolini était un homosexuel qui a cherché, disons, sa mort. Non, Attends, laissez-moi finir. Chercher, Attendez, laissez-moi finir. C'est l'assassinat. Oui. On dit que c'est un assassinat. C'est un assassinat. Mais inutile de chercher des raisons politiques et compagnie, etc. Tout est, disons, à chercher dans cette exposition du corps par rapport à une société qui a changé, etc. Donc les Pasolini qui avait justement... Et donc l'époque a changé. Lui, il s'expose à la mort. De cette façon, il sait qu'il s'expose. Il est assassiné. Inutile de chercher d'autres, disons, comment dirais-je, explications possibles, politiques, soi-disant politiques, l'assassinat, donc là, c'est un parti pris
disons, fort, n'est-ce pas, qui est pris dès le début du livre, n'est-ce pas? Oui, je dis seulement une chose, c'est-à-dire c'est exposé à la vie par la mort. Ouais. Et c'est pour ça que la dernière partie, peut-être vraiment une des raisons qui a poussé notre questionnement, je parle peut-être plutôt à mon nom, mais je crois que toi tu es d'accord. C'est à quoi sert l'événement Pasolini. Il y avait comme une sorte de présupposé à cette question, aujourd'hui. Et cette question, ça commence à monter, après les événements de Gênes 2001. Les derniers chapitres, je l'appelle Constellation génoise, où je mets un rapport, c'est un rapport complètement bidon, évidemment, non pas bidon, excusez-moi, mais je me dis bidon moi-même, parce que l'espace me fait. L'assassinat de Pier Paolo Pasolini, l'assassinat de Carlo Giuliani. Il y a un rapport. Moi, Francesca Comencini. Francesca Comencini a fait un film. Il y a un rapport qui me semble, sans faire, comme on ne veut pas faire de Pasolini un symbole, évidemment, on ne fera pas du pauvre garçon un symbole. Mais là, je dis seulement, après vous lisez, parce que moi, je ne vais pas vous le C'est le raconter. dernier chapitre du livre. Et il y a un questionnement à partir de Pasolini. Il y a une étrange photo. Dans les voyages, dans la longue route de sable, que c'est un cahier de voyage de Pasolini des années 60, où il est poussé par des journalistes, par un journal, Tempo, qui était en plus un journal de droite, à raconter l'été des Italiens. Et il part en voiture avec un photographe et il fait toute la péninsule. Et quand il arrive à Trieste, il dit ici finit l'été, finit l'Italie. La seule photo qu'il y a qui est restée, c'est la photo de Pasolini à la Foce de Gênes, où il y a eu les affrontements de juillet 2001. Aucun symbole, mais sur ça, il y a quand même quelque chose qui m'a poussé, parce qu'on est un agencement, qui nous a poussé à nous questionner. Les restes, je ne le dis pas parce qu'il faut les lire. Exact. Je voudrais savoir, comment est-ce qu'il est né Pasolini, comme ce qui est décédé Pasolini pour les gens? Comment? Comment est-ce qu'il est né, comment est-ce qu'il est décédé? Il est décédé. Il est né où? Il est né à Bologne en 22, il est décédé à Ostie. Non, mais exactement, la date. 2 novembre. 2 novembre 1922. Non, 2 novembre 75. Non. Il est mort en 2 novembre 75. Oui, la date de il naissance. est né à Bologne. Oui, en 22. Mais la date de naissance, on s'entend. Oui, il a mon âge. C'est pour ça qu'il m'a également déterminé un peu à quelques mois après. Ce qui m'a déterminé aussi un peu à écrire sur Pasolini. Parce que, d'une certaine façon, je pense que on peut arriver à comprendre peut-être mieux parfois la sensibilité de gens qui sont de votre génération. Je ne vais pas faire ici une théorie un peu farfelue qui a été faite d'ailleurs par certains sociologues comme Wilhelm Dilthey en Allemagne qui a été l'inventeur de la sociologie compréhensive ou de l'histoire compréhensive en ajoutant une importance à ces questions de génération, ainsi que Ortega y Gasset en Espagne, qui ont attaché en tant que historiens, sociologues, philosophes, une importance. Mais je pense qu'il y a effectivement des sensibilités. Par exemple, la sensibilité à ce qui est présent dans toute l'œuvre de Pasolini, et surtout à la fin d'ailleurs, mais que dès le début on sent, c'est-à-dire à la sensibilité à ce qu'on pourrait appeler un monde qui s'en va,
un monde qui est en train de disparaître, qui est à son déclin. Quelqu'un qui avait été sensible à cela également, c'est en Allemagne, Walter Benjamin, qui est également de la même époque, un peu antérieure, incontestablement, mais qui avait été sensible également à ce tournant de l'histoire, à ce moment où quelque chose va disparaître et qu'il s'agit de retenir. Or, ce qui disparaît, et Pasolini a consacré une grande partie de son œuvre, que ce soit cinématographique, romanesque ou poétique, à le dire, ce qui disparaît, c'est précisément quelque chose qu'il appelle, lui, je ne crois pas faire ici d'extrapolation dans le sens, la réalité. C'est-à-dire la réalité, c'est quelque chose qui disparaît. Nous sommes dans un monde qui de plus en plus va vers une dissolution de la réalité et qui concerne les différentes choses, les paysages, les villes, les corps eux-mêmes, d'ailleurs, qui disparaissent sous des formes qui sont des formes apparentes, des formes artificielles, qu'il a englobées sous le terme de société de consommation. La société de consommation qui, du point de vue politique et du point de vue, enfin, d'un autre langage, qui serait un langage plus poétique, serait le capitalisme moderne, ou déjà la mondialisation moderne, où cet envahissement précisément des formes du marché sur les formes de la vie, qui est la vie paysanne, la vie du travail, et la vie qui, justement, appartient à un ancien monde et qui est en train de disparaître, ou même qui, sur certains plans, a complètement disparu. Il y a un grand article que je mets en évidence, après d'autres d'ailleurs, mais qui je crois tout à fait fondamental, et qui a été publié dans les Écrits corsaires, et qui s'appelle « La disparition des Lucioles ». La disparition des Lucioles, c'est ce qui a marqué, vers les années 60, l'envahissement, la destruction du milieu paysan, l'envahissement de l'urbanisation, la destruction d'une certaine forme de culture, etc., qui a modifié l'atmosphère même, qui a modifié l'écologie dans son ensemble. Donc il y a quelque chose qui est chez Pasolini extrêmement à la fois lié à ce moment de transformation dans l'histoire, dans la vie quotidienne, et en même temps qui nous est particulièrement sensible. Bon, c'est un point sur lequel je voulais insister, et le second, qui est un petit peu lié à cela, je dis, j'ai été sensible à Pasolini peut-être à partir de la participation à la même génération que lui, mais également, je crois très sincèrement que Pasolini, aujourd'hui, c'est-à-dire là, dans l'époque actuelle, et avec les générations actuelles, les gens de l'époque actuelle, est beaucoup plus compréhensible, sans doute, qu'il n'a été assez contemporain. Bon, ça paraît tout à fait contradictoire avec ce que je viens de dire. Non, ce n'est pas contradictoire, parce que ces contemporains l'ont jugé à partir de normes qui, d'une certaine manière, étaient les siennes, mais qui étaient empruntées, mais qui n'étaient pas non plus les siennes, parce qu'il était profondément original par rapport à ça. On a voulu le juger relativement à la pensée marxiste. On le jugeait par rapport aux normes politiques qui étaient de son époque, participation ou non au Parti communiste, etc. Pasolini était tout à fait, justement, en marge de cela. Maintenant, on comprend comment son œuvre traverse tout à fait la division droite-gauche, traverse la division des partis, qui ne se sentaient pas à l'aise là-dedans, et que cependant, je ne veux pas faire autre chose que lancer des points, un petit peu des flèches indicatives, et que cependant, tout en étant profondément désorienté, mal à l'aise
dans ce monde, il croyait profondément au monde, à la vitalité. Giorgio a dit au début, d'une façon très juste, que le mot de vitalité était fondamental, le mot de joie est fondamental chez Pasolini. Et commande en quelque sorte sa philosophie et l'orientation de sa philosophie autour de philosophes qu'il a cités, qu'il n'a pas étudié en particulier, n'était pas philosophe, comme Spinoza par exemple, dont c'est un thème directeur, c'est le thème de l'affirmation de la joie, mais il y a aussi Nietzsche par exemple, que l'on pourrait citer parmi des références plus explicites de Pasolini par exemple. Quant à Dante, oui, grande référence, étant donné que c'est en permanence qu'il fait appel aux notions des cercles de l'enfer, etc., du paradis, de l'enfer de Dante, dans son œuvre romanesque. Je peux me greffer sur le bas cette histoire de Dante, c'est quoi? Les Dante sans figure qui me semble résonner chez Pasolini. C'est que, bon, enfer, paradis, c'est pas une question de bien et mal, c'est une question de perdu, sauvé. Perdu, sauvé sont des catégories de l'immanence. C'est pas du tout on ne renvoie pas au jugement de Dieu. On est perdu, on est sauvé. Quel est le personnage clé qui restera toujours là, qui est vraiment la bascule de Pasolini d'un art à l'autre? C'est Agatone Bonconte. Hein? Au début d'Agatone, c'est les cartons, c'est les champs secs du purgatoire. Le purgatoire, c'est la région de la transmutation. C'est la région de la transmutation, c'est-à-dire Pasolini, dans son maniérisme, la vita furens, la vita nolens, la vita morens, il y va jusqu'au bout, mais pour se déprendre de l'enfer. Et l'enfer, ce n'est pas une question de morale. L'enfer, c'est une question de mauvais rapport. Et ça, c'est la politique. En Dante, il y a une ligne de tension qui c'est vraiment, il faudrait développer tout ça, que ça passe pour le tercé, pour le prosodie rythmique, syntaxique, qui est une ligne abstraite vivante, extraordinaire, tout en discours indirect libre, c'est-à-dire qui mélange, qui reprend la rumeur du monde, comme dit Mandelstam, et en tire une ligne de crête. Mandelstam, cité par Pasolini, qui a écrit ce grand livre sur Dante, Entretien sur Dante, et qui est cité par Pasolini au début de Pétrole en exergue avec le pouvoir générique et des rapports enfantins. Voilà, Pasolini est là, avec le pouvoir, je n'ai eu que des rapports enfantins. Il a eu des rapports avec le pouvoir. Et le pouvoir, après, il démontre que c'est les machines, que ce n'est pas le pouvoir. Hein, il le dit à sa manière, mais avec les analyses de Foucault, il y a une résonance assez impressionnante. Lui, il n'est pas philosophe, il fait politiquement. Avec le pouvoir, je n'ai eu que des rapports enfantins. Et qu'est-ce qu'il en tire? Il en tire la nostalgie. C'est-à-dire la ligne de vie de Pasolini, c'est la nostalgie de l'altérité d'un corps et d'un sexe antique, commun. Un corps, parce que le corps, ce n'est pas le corps de quelqu'un, c'est le corps d'une collectivité. Hein. Le corps d'un sexe antique qui se réfléchit dans l'attente de toutes les ethnies, des acatoni quelconques, dont le pouvoir établi ne tient pas compte, que ce soit les Frioul, que ce soit les Borgate romanes, que ce soit les Piemonte. D'où l'actualité de Pasolini à l'heure de l'Empire, comme dirait notre ami Negri, ou de la mondialisation. Mais cette affirmation, alors bon, il y a toujours dans notre... à quoi sert Pasolini? Pasolini, c'est, d'après moi, c'est la grande question que Deleuze a posée d'une façon. Qu'est-ce que c'est l'acte de création? Et l'acte de création a deux faces. Concerne l'art. Ouvre d'autres facettes. C'est le cas, disons, en lisant votre livre. Ce qui m'a touché le plus, à moi personnellement, chose qui a déjà été faite dans d'autres ouvrages consacrés à Pasolini, c'est la centralité du corps qui est posée dans votre livre, soit dans la partie que vous, Monsieur Scherer, vous avez écrite, et soit dans la partie
de Giorgio. Peut-être dans ta partie à toi un peu moins. D'accord? Mais dans votre partie, M. Scherer, la centralité du corps est posée de façon très radicale. Et c'est une chose que peut-être dans les ouvrages précédents consacrés à Pasolini n'a jamais été placée de façon aussi forte. Giorgio, par contre, dans son, comment dirais-je, parallélisme, si je peux dire, poétique, il a écrit des choses que je n'avais jamais lues et qui sont très, très intéressantes, surtout dans les rapports avec Elsa Pound. Donc, entre deux poètes et soi-disant tellement distants, mais tellement proches par la vision que tu as justement apportée de cette rencontre et de ces voisinages. La question donc que je vous pose, pourquoi, encore une fois, écrire un nouveau livre sur Pasolini? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de dire de nouveau? Voilà. Je commence à parler, puisque vous avez la gentillesse de m'interroger, et j'ai été sensible à ce que vous dites à l'instant sur le fait que, en dépit de beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits sur Pasolini, en particulier à propos de son du 30e anniversaire de son assassinat, vous avez eu votre attention retenue par le livre que nous avons écrit. Vous dites à très juste titre que j'ai accordé en particulier une place très grande au corps sous toutes ses formes, le corps érotique, le corps cinématographique, le corps également spiritualisé que j'ai appelé gnostique. Et effectivement, je crois que chez Pasolini, le corps joue un rôle très important. Je l'ai d'ailleurs mentionné, je crois, en détachant une petite phrase au début, une petite phrase de Pasolini lui-même, qu'il répète à plusieurs reprises, au moins dans deux ou trois textes, c'est « jeter son corps dans la lutte ». Et cette phrase m'avait frappé, de sorte que je l'ai reproduite, et j'ai pensé qu'elle méritait des développements et un commentaire. La lutte, c'est-à-dire la lutte politique contemporaine, la pensée, ou la littérature, je ne sais pas quel était le titre, contemporaine en Italie. Moi, j'étais pas du tout compétent, je me dis la seule personne sur laquelle je pourrais un peu écrire, un peu parler, c'est Pasolini. C'est Pasolini, pourquoi? Parce que un ami, simultanément d'ailleurs, ou un an avant, m'avait envoyé, d'ailleurs, non pas en français, mais en allemand, une traduction de Petrolio, qui ensuite a été traduit en français Pétrole, et ce livre m'avait tout à fait sidéré et séduit, de sorte que j'avais été tout à fait désireux d'écrire ou de dire quelque chose dessus. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, que j'avais été amené à m'informer un peu plus sur l'œuvre que je connaissais déjà un peu, mais enfin pas tellement de façon approfondie, de Pasolini, dans le domaine à la fois cinématographique d'ailleurs, parce que je n'avais largement pas tout vu, et dans le domaine littéraire, dans le domaine de ce qui avait été écrit, en particulier les livres très intéressants en français d'Hervé Joubert-Laurencin, et c'est de fil en aiguille, je me suis trouvé donc m'intéresser à Pasolini. Étant professeur, j'ai même fait un petit séminaire d'1 an à l'université sur Pasolini. J'ai écrit pour la revue Chimère quelques articles, en particulier relativement à quelque chose dont on ne parle pas toujours comme une chose de premier plan, le caractère très particulier de l'œuvre politique de Pasolini. Bref, c'est ainsi, de fil en aiguille, que toutes ces petites choses, ces petits essais m'ont donné l'idée de le réunir. Mais n'étant pas du tout italien, ni italianisant, ni spécialiste en quoi que ce soit, ni de cinéma, ni de littérature italienne,
j'ai voulu quand même m'associer en quelque sorte pour donner une certaine forme de caution à ce que je pouvais écrire sur Pasolini, à l'audace que je pourrais avoir de parler de Pasolini, de toucher à un sujet que j'ignorais. J'ai voulu m'associer de Giorgio, et c'est ainsi que je l'ai entraîné en quelque sorte ensuite, après que lui-même m'a ouvert la porte par l'université de Lille pour prononcer quelques mots à ce colloque. C'est moi qui l'ai entraîné dans le mouvement et à titre de revanche, je lui ai demandé de participer à l'écriture de ce livre. L'écriture, la lutte également dans le domaine de l'art, dans le domaine de la création artistique et cinématographique qu'on peut appeler elle-même une lutte, dans la lutte également quotidienne, puisque Pasolini, que ce soit dans ses romans ou dans les textes qu'il a écrits poétiquement et qui exposent un peu sa propre sexualité, ses problèmes, ses désirs, effectivement est un poète, un écrivain qui a donné au corps, sous toutes ses formes, une place tout à fait considérable, de premier plan. Vous dites, qu'est-ce que c'est qui nous a poussé? Moi, je dirais que ce qui m'a poussé est un peu comme dans tous les cas où on écrit un livre, où l'on a une idée de livre, tout au moins en ce qui me concerne, c'est un peu les circonstances. Les circonstances, c'est-à dire que la première circonstance a été précisément Giorgio Paceron, qui, en même temps que Jean-Paul Manganaro, à Lille, ils étaient professeurs à Lille, et il m'avait invité très aimablement, moi qui n'étais pas du tout italianisant ni spécialiste, à un colloque concernant, je crois, la littérature